Donc, LinkedIn niveau 2, c'est donc la formation qui vient après le niveau 1 qui va vous permettre d'aller plus loin dans juste le fait de faire un profil en ligne et potentiellement d'espérer éventuellement attirer des prospects. L'idée derrière LinkedIn niveau 2, c'est non seulement de parler de l'algorithme, de comment est-ce qu'il fonctionne, de parler de toutes les fonctionnalités avancées de LinkedIn, ainsi que éventuellement faire une page professionnelle et pourquoi pas avoir accès à la régie publicitaire. Le troisième niveau, c'est le démarchage également qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place sur LinkedIn, puisque c'est un formidable outil de prospection également et qu'on peut l'utiliser aussi pour capter éventuellement des opportunités et des coordonnées de personnes ou en tout cas faire de la mise en relation. Donc voilà ce qui nous attend un petit peu par rapport à LinkedIn aujourd'hui. Je vais commencer par prendre vos LinkedIn respectifs que je les ai à portée de main parce que j'aime bien faire des liens avec vos profils. Corentin, vous avez fait le niveau 1 de LinkedIn ou pas du tout? Pas du tout. En fait, j'en ai parlé avec ma conseillère et elle m'a dit qu'on pouvait démarcher avec. En fait, j'ai entendu là que c'était niveau 3 finalement. Mais non, c'est pour en apprendre plus parce que moi, je me suis fait un profil quand j'ai perdu mon travail et je ne sais pas spécialement m'en servir comme moyen pour trouver bon, des contacts, j'en ai, mais ce serait plus pour les méthodes pour aller démarcher des clients potentiels. Mhm. Alors, c'est un peu compliqué parce que, à mon sens, vous auriez dû faire niveau 1 avant niveau 2, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que si j'ai un peu de temps, je vous donnerai quelques conseils pour retravailler un peu le profil parce que c'est important d'avoir un profil qui soit vraiment attirant et qui donne envie aux personnes de se mettre en relation avec vous. Et normalement, c'est quelque chose qu'on fait plutôt sur le niveau 1. Donc, on regardera si on a le temps. Disons qu'on va d'abord essayer de suivre la formation telle qu'elle est prévue, et éventuellement, si on a quelques minutes, je vous ferai un retour sur les activités. Sinon, vous pouvez aussi échanger avec Sandrine que le niveau 1 était fortement intéressant compte tenu du fait qu'il lui a permis de travailler certains axes d'amélioration. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Parfait. Ok, très bien. Alors, donc ce support-là va vous être donné à l'issue de la formation. Comme je l'ai dit, on va déjà commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que LinkedIn et comment est-ce que le réseau fonctionne pour développer ce qu'on appelle la communication digitale. C'est-à-dire qu'en gros, pour être visible sur LinkedIn, LinkedIn, ce n'est pas uniquement une CV Tech en ligne où on met nos profils, notre portfolio, c'est aussi quelle communication on passe chaque jour et comment potentiellement on peut être plus ou moins influent. C'est ce qu'on appelle en anglais un outil de social branding, donc de représentation personnelle de soi-même, de ce qu'on fait, de ce qu'on sait et comment est-ce qu'on peut être vu comme un référent dans son domaine. Donc, dans un premier temps, évoquons ensemble l'algorithme. L'algorithme, comme tout réseau social, LinkedIn est un élément qui fonctionne avec un algorithme qui va permettre à vos publications, à vos communications, quand vous communiquez sur le réseau, d'avoir plus ou moins de portée. Cet algorithme, il vient directement analyser et regarder vos publications et en fonction de vos publications, il va vous donner plus ou moins d'engagement. Corentin, le terme d'engagement, ça vous parle ou pas du tout? je veux bien que vous me l'explicitiez, que ce soit le même dont on parle. Ok. Donc, l'engagement ou le reach en quelque sorte, alors c'est un peu plus que le reach pour le coup, mais il y a deux éléments qu'il faut comprendre et je reviendrai sur la slide d'avant juste après. Le reach, c'est la portée
c'est-à-dire quand on poste une publication, combien de personnes vont voir cette publication, d'accord? Et l'engagement, c'est combien de personnes interagissent avec cette communication. Soit ils la commentent, soit ils la lisent, soit ils la like, soit ils la transfèrent, soit ils regardent la vidéo au complet. Vous voyez, donc on a deux niveaux. On a un niveau qui est le reach, c'est-à-dire quel est au total le nombre de personnes qui voient passer la communication. Et on a en deuxième niveau l'engagement, combien de personnes viennent réagir en quelque sorte à cette communication. Donc, comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn? Le premier élément qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il va… Excusez-moi, Oui, juste une petite question. Est-ce qu'après vous nous passez les slides ou pas? oui, j'ai dit que j'allais vous la transférer à la fin de la formation. Ah, d'accord, je n'avais pas saisi. Super, merci. Et donc, quand vous faites une publication sur LinkedIn, la première chose que fait l'algorithme, c'est qu'il va aller analyser la qualité du contenu. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ont été intégrés dans l'algorithme de LinkedIn et ça bouge assez régulièrement d'ailleurs. Mais le premier élément, c'est la notion de qualité du contenu. Et ça, on vous donne quelques exemples. Ça, c'est un outil qui a été fait par l'agence Digital Tease, mais très honnêtement, ce sont des éléments de connaissance qu'on a de l'algorithme un petit peu tous. C'est par exemple, est-ce que ce contenu est considéré par l'algorithme comme du spam? Est-ce que c'est une publication claire et de qualité? Est-ce qu'il y a potentiellement un lien externe et est-ce que c'est un statut ou un article? Tous ces critères, c'en sont 4 parmi plein d'autres, hein, vont vous donner en quelque sorte un score de qualité par l'algorithme de LinkedIn. Corentin, tu vois bien la diapo, toi? Parce que comment c'est parti? Il me semble qu'elle ne s'est pas ouverte quand vous avez mis en plein écran. Ah, pardon. Ah, ça y Ah, est, ça c'est y bon est. là. Non, Parfait. quand c'était en plein écran, elle ne s'affichait pas en entier. D'accord, excusez-moi. C'est parce que je pensais la remettre en face pour que je regarde au bon endroit, mais au final, je regarde là-bas au lieu de vous regarder vous. Bon, c'est pas grave. Là, c'est bon, hein? C'est bon là. D'accord. On accueille aussi Guillaume qui est en train de se connecter. Bonjour Guillaume de Montpellier. Bon, je ne sais pas, il y a peut-être des petits soucis de connexion. Ah, ça vient? Bonjour, Bonjour. excusez-moi de mon retard, je suis navré. Bonjour. Pas de problème. Personne n'active sa cam? Vous avez des soucis de connexion tous? Moi j'ai Ouais. bloqué la carte. Disons que c'est plus facile d'animer quand on voit des visages que quand on n'en voit pas. Bon, j'étais en train de dire donc que l'algorithme de LinkedIn, dans un premier temps, allait donc analyser la qualité du contenu. Le fait d'intégrer un lien externe, sachez-le, dans vos publications, ça prend directement des points négatifs parce que l'application LinkedIn n'aime pas que vous envoyiez les personnes qui sont sur l'application LinkedIn à l'extérieur de LinkedIn. Donc, évidemment, de temps en temps, on a besoin de mettre des liens externes, mais sachez-le, vous prenez directement des petits malus en quelque sorte. Disons qu'il y a plein de petites astuces pour essayer de pallier à ce point négatif, mais que la qualité du contenu au complet vous donne une première note. Le deuxième niveau, c'est que LinkedIn va tester votre publication auprès d'un certain nombre de suiveurs. Avant de le présenter à tout le monde, il va aller regarder qu'est-ce que ça donne et comment est-ce que cette publication, elle engage ou pas votre échantillon, un premier échantillon. On parle de 10% ici de votre audience. D'accord?
plutôt que de le montrer à tout le monde d'un coup, vu que l'algorithme ne peut pas forcément montrer vos communications à tout le monde, eh bien, il le teste en quelque sorte. Et si durant cette phase de test, vous avez des interactions, eh bien, vous bonifiez votre première note ici par une seconde note complémentaire. Si vous obtenez des j'aime, vous obtenez un point supplémentaire. Si vous obtenez des commentaires, 2 points supplémentaires. Si vous obtenez des partages, 3 points, etc., etc. Plus votre score est positif, plus le pourcentage de vos relations qui verront votre post sera important. Parce qu'en quelque sorte, LinkedIn considérera que ce contenu intéresse la communauté LinkedIn. Si dans la phase de test, vous obtenez aucun j'aime, aucun commentaire, la publication va être tuée dans l'œuf en quelque sorte. Petite question. Sur le panel des 10% qui présentent le post, est-ce qu'il va choisir au hasard parmi tous les contacts ou bien sur une audience qui a déjà des interactions? Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est un mélange des deux. Il va y avoir une partie de l'audience qui vous suit qui sera connectée en même temps, ça c'est sûr. Mais il y aura aussi forcément des personnes qui auront déjà eu des interactions avec vous parce que l'algorithme sait que s'il a eu des interactions dans les commentaires, normalement, votre contenu devrait lui plaire. Vous voyez? Donc, c'est un mélange, c'est un savant mélange entre qui est disponible au même moment et qui potentiellement a un sujet qui habituellement le touche. Mais par exemple, si vous vous dites, tiens, je vais poster un dimanche soir à minuit et qu'aucun de vos contacts qui habituellement interagit avec vous n'est là, c'est sûr qu'il va le proposer à des personnes qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Il va le proposer à qui est un peu le cobaye de ces publications. Et que le lendemain matin à 8 h, ça sera trop tard pour votre audience qui vous suit habituellement. Il y a peu de chances qu'il voit cette publication. C'est un peu comme Google, hein. Je vous dirais que si vous faites une recherche Google, par exemple, et que vous avez cliqué 3 fois Conforama dans le dernier mois et que d'un seul coup, vous marquez meuble je sais pas moi, meuble pour bureau, forcément, Conforama aura des points positifs dans votre recherche locale. Vous voyez? On a dans les algorithmes des réseaux sociaux un critère de pertinence par rapport aux recherches précédemment effectuées et par rapport aux interactions précédemment effectuées. Guillaume, on s'était croisé sur une formation aussi, je crois, non? Il me semble. Je crois que c'était RGPD peut-être. Je sais plus. Ouais, vous êtes l'agence de web design, c'est ça? Non, moi j'accompagne des startups dans la levée de fonds. Ah, pas du tout. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je m'étais dit que vous étiez l'agence Bonjour Bonjour ou quelque chose comme ça. Non, ils étaient moi je suis du coup à Montpellier, ils étaient venus à la même formation que moi, Bonjour Bonjour, et maintenant ils sont à Toulouse, eux. À Toulouse. Mais non, c'est pas moi le web designer. Ah, d'accord, ok. Mais bon, je me souvenais que vous avez déjà croisé. Donc, en gros, vous avez un score de qualité. Vous avez ensuite un score un petit peu, on va dire, de qualité bonifiée. Et plus vous allez avoir des interactions, plus LinkedIn, pardon, va considérer que vous avez une publication qui pourrait intéresser le reste des audiences, à la fois de votre propre audience, mais également d'autres personnes qui pourraient être dans les relations de vos relations. Vous voyez? C'est pour ça que de temps en temps, vous allez avoir des interactions sur vos communications qui ne vont pas être forcément dans vos relations. C'est qu'on a étendu au-delà de votre propre audience. Donc, si vous avez beaucoup d'interactions, la publication est ensuite affichée à plus d'utilisateurs et sinon, on n'aura pas d'avantage de vue et donc on aura été considéré comme une publication de faible qualité. Alors, jusqu'au début de l'année, je vous dirais que une publication avait une durée de vie moyenne, s'il n'y avait pas un fort boom, de 12 à 24 heures. Sauf que là, dernièrement, j'ai remarqué
que ces publications-là, elles ont été dans l'algorithme, il y a eu des changements, il y a des changements réguliers, il y a eu un temps qui a été rallongé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois parfois des publications que je fais qui durent en viralité jusqu'à 2 jours après. Donc là où avant, par exemple, moi, je savais que je pouvais publier une fois par jour, aujourd'hui, je me suis calmé notamment sur les publications que je veux vraiment que tout le monde voit et je ne communique pas le lendemain d'une publication importante pour ne pas cannibaliser la publication précédente. Je lui laisse le durée de vie maximum. Des fois 2 jours, des fois même 3 jours si je vois qu'il y a encore des nouvelles visibilités en temps prévu là et que je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et là, concernant ce fonctionnement de l'algorithme, est-ce que l'algorithme va prendre cette partie test et après les interactions? Typiquement, nous, on a une page du coup LinkedIn professionnelle qui est administrée par nos 3 personnes qui sont personnelles. Le post qui va être testé, il va être testé auprès de des relations qui sont des administrateurs ou du coup Non. des abonnés qui sont sur… Non, des abonnés. Des abonnés. D'accord. Donc en fait, au final, pour avoir une page qui soit active et qui puisse avoir une interaction, il faut qu'on ait beaucoup d'abonnés, créer vraiment l'abonnement au début et pas trop faire de publication au début parce qu'en fait, les abonnés, genre typiquement, là, on a 12 abonnés, donc c'est très faible. Donc du coup, Oui. l'interaction. Oui. Alors, on va en parler tout à l'heure de la page. Effectivement, la stratégie pour la page peut être légèrement différente parce que l'algorithme favorise les pages personnelles versus les pages professionnelles. Okay. Et il faut ruser parce que ce n'est pas toujours évident, effectivement, d'avoir une bonne audience sur une page pro. Mais je vous donnerai des exemples. Je m'occupe d'une page pro en l'occurrence où il y a 4 mois, on s'est posé la question parce qu'on voyait bien que l'audience était en général plus diffuse quand les gens postaient en perso, vous voyez, sur leur propre publication versus sur la page pro. Et puis finalement, on a trouvé quelques moyens ou des parades en quelque sorte. Mais c'est quand même, faut se creuser la tête souvent parce que effectivement, la priorité est donnée aux publications des profils. Ok, donc du coup, en soi, s'il y a forcément une publication sur la page pro, on a tout intérêt, chacun de notre côté, de faire une publication perso suite à la page pro. Okay. C'est ça. Mais ce qui est important, c'est de refaire un post en natif et ne pas transférer. Parce que sur LinkedIn, le transfert marche très, très mal. Ok. Mais on en reparle tout à l'heure parce que j'ai toute une partie sur la page pro, justement. D'accord, ça marche. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir 2 éléments à prendre en considération. D'abord, l'élément reach, donc la portée, c'est l'audience effective d'une publication sociale, c'est-à-dire le nombre de fois où la publication va s'être affichée dans les fils d'actualité des abonnés, sans payer, sans rien du tout. D'accord? C'est une audience classique, virale ou pas. Enfin, virale, c'est vraiment quand ça devient que ça touche plusieurs personnes. Mais donc, on ne va pas du tout parler de régie publicitaire là, qui permet de bonifier éventuellement et d'aller chercher d'autres audiences. C'est un principe un peu, ça fonctionne du même principe sur tous les réseaux sociaux, à savoir, vous parlez d'une seule voix, vous diffusez par un réseau social et les personnes qui entendent peuvent commenter et liker et donc forcément le faire savoir à d'autres audiences qui vont le faire savoir à d'autres audiences, etc., etc. Et l'autre notion, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la notion d'engagement. La notion d'engagement, c'est le nombre d'interactions que vous allez avoir sur cette même publication. Donc, cette fois-ci, on n'est pas sur la portée, on est vraiment sur l'engagement, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de regarder une vidéo au complet si vous avez mis une vidéo, ou le nombre de fois où la personne elle va avoir cliqué sur la publication. Il y a aussi ce critère dans l'engagement qu'on appelle le dwell time, qui est le temps passé sur la publication. Donc, si, par exemple, vous faites un carrousel et que le carrousel fait 10 slides et que la personne fait aller sur slide 2, aller sur slide 3, 4, 5, tout ça, c'est des critères positifs parce que la personne non seulement clique sur la publication et elle reste longtemps dessus. Ça, c'est intégré également dans le critère de l'engagement. D'où le fait
pour essayer d'avoir de l'engagement, d'aller vraiment travailler diverses actions pour au maximum essayer d'engager vos communautés. D'abord, essayez de travailler au maximum l'attention. Dans la communication digitale, on parle beaucoup de la méthode AIDA, mais ça vaut pour la communication de manière globale ainsi que même dans la vente. Hein. Moi, je le dis à mes étudiants quand on travaille le pitch de vente, je leur dis il faut d'abord réfléchir au A de AIDA, c'est-à-dire comment trouver l'accroche, comment trouver l'élément qui va capter l'attention de la personne. Ce n'est pas en écrivant des phrases comme je suis allé dans tel endroit ou hier j'étais que vous attirez l'attention. Il faut vraiment trouver des titres et des phrases accrocheuses. C'est le plus difficile dans la communication digitale. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui va donner envie aux gens de cliquer sur le petit icône lire la suite. Donc ici, capter l'attention. 2, essayer de trouver des micro-interactions. Ça veut dire trouver un moyen d'engager des interactions. Alors, dernièrement, il y a beaucoup de gens qui se mettent au sondage. Je ne sais pas si vous avez vu sur LinkedIn, c'est une nouvelle fonctionnalité. Vous avez aussi des nouveaux, comment on pourrait dire en français, des nouvelles, oui, c'est ça, des features, des fonctionnalités qui sont régulièrement lancées sur tous les réseaux sociaux pour essayer de plus engager et plus d'avoir d'interactions avec votre communauté. Vous savez, les nouvelles, vous avez le fait de faire des likes et vous avez aussi le fait de faire des pouces ou des félicitations maintenant sur LinkedIn. Eh bien, le fait que la personne ne fasse pas juste un like, mais qu'elle cherche la bonne interaction, vous donne plus de points aussi. Vous voyez? Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de travailler aussi ces éléments-là. Si vous obtenez des partages de vos publications dans les profils de vos suiveurs, c'est des points positifs aussi. Moi, la semaine dernière, j'ai une personne qui a partagé une vidéo que j'ai faite. Elle a juste fait un transfert. Pour elle, ça ne lui coûte pas grand-chose. Et puis pour moi, ça m'a donné des points positifs. Le fait que l'utilisateur fasse des commentaires ou exprime des feedbacks concrets, c'est également des choses importantes. Donc, n'hésitez pas à demander à votre communauté ce qu'ils pensent de votre publication ou de votre interaction. Vous voyez, si vous exprimez un point de vue, un sujet dans votre communication, à la fin, n'hésitez pas à solliciter en disant qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir la même réflexion? Tout ça pour essayer d'avoir des commentaires. Et des contributions. Si vous obtenez des personnes qu'ils créent une réelle discussion en dessous de votre publication, c'est sûr que la publication elle va durer bien plus que 24 heures. Elle va être échelonnée dans le temps et de manière importante. L'an dernier, j'avais diffusé un truc, je ne pensais pas que ça deviendrait viral, mais en l'occurrence, en lien avec le foot. Il y a eu un genre de débat sur la place publique qui était la publication. Je n'ai pas voulu y prendre part parce que je n'aimais pas trop le cadre du débat, mais les gens se sont mis à interagir et tout. Et donc, la publication est restée pendant 3 semaines à régulièrement… j'ai l'impression que j'avais mis de l'huile sur le feu et dès que quelqu'un revenait à donner son avis, c'était de nouveau un élément. Donc, en gros, ça a créé une émulation autour d'une publication. Dans la majeure partie des cas, il est conseillé d'animer justement ces publications. Si vous avez un commentaire d'une personne, ne laissez pas ce commentaire rester tout seul. N'hésitez pas à commenter, recommenter et créer cette discussion, ce dialogue. Enfin, le fait d'intégrer de l'enthousiasme à vos publications vous permettra forcément d'avoir plus de réactions et peut-être plus d'envie de par les personnes qui vous lisent de vous suivre en fait. Donc, c'est important d'aller essayer de chercher cet engagement parce que c'est ce qui vous permet après d'avoir
une bonne emprise sur vos audiences. Aujourd'hui, comment se calcule l'engagement? C'est comme je vous l'ai dit, des commentaires, des likes, des partages qu'on divise par le nombre de suiveurs et qu'on multiplie par 100. Alors aujourd'hui, pour communiquer en communication digitale sur LinkedIn, vous allez devoir utiliser cet onglet qui est « Commencer un post ». Vous avez la possibilité aussi d'écrire un article sur LinkedIn, ce qui depuis bientôt 2 ans n'est plus indiqué parce que ça n'a plus de reach en portée. Ça, là, il y a 2 ans, il y avait encore beaucoup de reach sur les articles. On pouvait écrire des articles et on obtenait de la portée. Il y a 2 ans, ils ont coupé cette portée-là. C'est-à-dire qu'il vaut mieux écrire une publication plutôt qu'un article. Cette publication, on appelle ça des posts. Et en réseaux sociaux, eh bien, c'est important d'être visible de manière régulière dans ces posts. Comme je vous ai dit, moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je publiais tous les jours. Sauf que, comme l'algorithme dure un peu plus longtemps, eh bien, j'ai un petit peu réduit les posts. D'abord parce qu'il y a des posts qui sont plus importants que d'autres. Donc, c'est important d'accompagner plus les posts qui sont importants. Et aussi parce qu'il est déconseillé de poster plus que 20 fois par mois. Un post, c'est quoi? Un post, c'est une nouvelle qui va être diffusée sur le flux d'actualité. Donc, très important de la part de ce post de cibler la qualité avant tout. Il faut qu'il soit bien écrit. Il faut qu'il soit éventuellement utile ou informatif, attrayant ou amusant, en tout cas qui attire l'attention. Si possible, et je vous dirais dans la majeure partie des cas, étayé par une image qui attire le regard. Pourquoi pas, mais pas obligatoirement avec un lien externe. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le lien externe est pénalisé par l'algorithme. Donc, le lien externe, vous le mettez quand c'est vraiment indispensable. D'ailleurs, il y a certaines personnes, vous l'avez peut-être vu, pour éviter d'être pénalisé par l'algorithme, ils le mettent en commentaire, le lien externe. Alors, le risque avec ça, parce que moi aussi je le fais de temps en temps, le risque c'est que les gens ne le voient pas, le lien, puisqu'il faut qu'ils aillent piocher dans le commentaire. Et souvent, je vois des publications où ils disent pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien en commentaire pour justement éviter, j'imagine, cette pénalité-là. C'est ça. Mais encore faut-il qu'il soit visible. Ouais. Et dans les posts, est-ce que le hashtag, c'est nécessaire ou pas? On arrive dessus dans pas longtemps. Ok. Sachez-le, un lien externe plongé dans du texte va donc réduire votre audience de 25 à 50%. Et un lien tout seul sans texte, moins 50 à moins 80%. Ne faites jamais un lien tout seul d'une manière générale. Ça ne sert à rien. Il faut toujours étayer la raison pour laquelle on choisit de diffuser ce lien. Alors, quel contenu fonctionne? Un texte plus du visuel, entre plus 50 et plus 80%. Un texte plus un carrousel, entre plus 20% et plus 70%. Et un texte seul, plus 20 à plus 50%. Moi, mon préféré, c'est quand même celui-là. Hein. Merde, pardon. C'est le carrousel. Hein. C'est ce qui a le plus de portée depuis presque un an sur LinkedIn. Donc, quand on dit texte plus carrousel entre plus 20 et plus 70%, c'est pour le reach. Mais s'il reste longtemps sur le carrousel, ça va vraiment améliorer le reach aussi, c'est ça?
Ouais. Hein? OK. Et oui, il faut que sur le carrousel, il y ait des trucs à lire, effectivement. Et si on a plusieurs visuels, imaginons 4-5 photos, vaut mieux mettre 4-5 photos sur un carrousel que 4-5 visuels. Ouais. De toute façon, je ne pense pas que vous puissiez le faire sur les photos. On peut mettre plusieurs photos à la suite? Je crois, ouais, j'ai vu pas mal de publications, on peut mettre plusieurs photos et ça fait comme un album en fait. Ouais, non, c'est mieux de faire un carrousel. Le carrousel a plus de poids. Ok. Donc, les articles, on en a parlé. D'ailleurs, je vais la supprimer, celle-là, parce qu'elle ne fait plus trop de sens. Bon, il y a quand même un avantage à faire des articles, c'est que potentiellement, vous n'êtes pas limité dans les caractères, alors que sur une publication, vous l'êtes. Et aussi, ça visible dans Google, c'est vraiment pas une obligation pour tout le monde. Et aussi, l'avantage, c'est que l'article, il est répertorié sur votre profil. Mais bon, moi, je préfère, si vous avez un site Internet, que vous mettiez les articles sur votre site Internet. Maintenant, les partages. Je l'ai évoqué tout à l'heure, repartager un post n'est pas conçu pour obtenir beaucoup d'engagement. Il vaut mieux créer un nouveau post en citant l'auteur. Quitte à faire un copier-coller complet. Hein. Parlons maintenant des tags. Un tag, c'est quand on cite une personne dans une publication. Il est conseillé de ne pas dépasser 5 personnes. Bon, il est conseillé. Honnêtement, moi, ça m'est arrivé de taguer toute une classe entière d'une école. Je peux vous dire que ça a bien marché. Hein. Mais ça veut dire qu'en gros, toute la classe doit reprendre la publication et liker aussi au passage. Pensez à citer des personnes qui sont susceptibles de répondre. Ne citez pas des gens qui viennent jamais sur LinkedIn. En gros, si on tag 20 personnes et que les 20 likes, c'est mieux que si on tag 5 personnes et qu'il n'y en ait que 4 qui like. Oui, oui, quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ou l'inverse. Si on en tag que 5 et enfin que toutes celles qu'on est taguées like. Oui, l'idée, c'est que le maximum, si ça fait une effervescence, tous ces tags, ça sera forcément bénéfique. Si par contre, il n'y a que la moitié, voire un tiers qui like pas, c'est pas bon. Alors voilà un exemple. Et là, pour le coup, il a tagué un petit peu beaucoup de gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À mon avis, sur les 12 n'ont pas réagi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop. Maintenant, venons-en aux hashtags. Les hashtags, donc, c'est un moyen de regrouper vos publications par thématique et il est conseillé, évidemment, d'en mettre dans les publications. Les hashtags viennent de Twitter, qui après ont été repris sur Instagram et maintenant sur LinkedIn et sur YouTube. Ils sont efficaces sur LinkedIn. Donc, il faut en mettre, mais essayez de ne pas dépasser 5 ou 6. Les conseiller 3 à 4 pour qu'ils soient vraiment pertinents. Moi, j'en mets 5 en général. Et est-ce qu'il y a une portée de différence entre le fait d'identifier une personne et de mettre des hashtags ou pas? Est-ce que par exemple le fait de poster, d'identifier une personne et que la personne interagisse sur le post aura créé une plus d'effervescence que juste des hashtags sans l'identification de la personne? Ah bah forcément, le tag, s'il est interagi, il sera plus intéressant que s'il n'y est pas du tout, quoi. Parce que sur le hashtag, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de… S'il n'y a que des hashtags comme ici, là, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas d'interaction. Donc, il vaut mieux taguer une personne en plus
des hashtags. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas mettre des tags sur toutes vos publications. Donc, il faut vraiment être très stratégique dans comment vous gérez ça. OK. Et là, typiquement, sur cette publication, lui, il a intégré un lien, donc ce n'est pas hyper positif, ça. HTTP. Non, ce n'est pas hyper positif. Ce qui est d'autant plus mauvais, je trouve, c'est que pour moi, il n'y a pas d'accroche là-haut. Ouais. En gros, il manque beaucoup de mise en scène dans la publication. Mais ça, on viendra le voir tout à l'heure. On a des possibilités aujourd'hui de mettre, un peu de mettre en scène toute sa publication pour qu'elle soit plus lisible et qu'elle donne envie de lire la suite. OK. Donc, on l'a vu tout à l'heure par rapport au fonctionnement de l'hashtag. Le timing est très important. Puisque dépendamment de l'heure à laquelle vous allez poster, en gros, vous avez entre 1 heure et une demi-journée pour obtenir des réactions. Le taux de rebond compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens que vous allez taguer, s'ils ne commentent pas, s'ils ne likent pas et s'ils s'en foutent, s'ils passent 3 secondes et qu'ils sortent, c'est des critères négatifs pour Google, pour LinkedIn. On fait un peu les deux, mais le fonctionnement est un peu identique. Donc, c'est important de publier au bon moment. Si vous vous dites, je vais poster le soir à 18 h et que vous mettez que dans vos tags des jeunes parents qui doivent s'occuper des enfants le soir, ça ne sert à rien. Parce que même s'ils le voient le lendemain, la vélocité, on l'aura perdue. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux publier le matin tôt sur LinkedIn. Sauf que le risque, c'est que vu que tout le monde sait ça maintenant, c'est que tout le monde poste au même moment. Réseau. La taille d'un réseau impacte-t-elle? C'est-à-dire, est-ce que c'est important d'avoir le plus grand réseau ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des réseaux plus petits? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il vaut mieux avoir un réseau plus petit qui est interactif qu'un gros réseau qui n'est pas interactif, en fait. J'ai supprimé 140 personnes hier, moi. Ah. Et ça, parce que du coup, parce qu'ils ne correspondent pas à des potentielles personnes qui pourraient interagir à vos publications? Ouais, les deux, en fait. 2 fois par an, je fais du tri et je supprime des personnes qui ne m'apportent rien ou que je pense qu'ils ne m'apporteront rien et des personnes aussi qui m'ont fait des demandes de mise en relation et qui ne m'ont jamais répondu. Parce qu'en fait, quand on me fait une demande de mise en relation, tout de suite, j'engage la conversation. Je vois la raison pour laquelle la personne a souhaité se mettre en relation avec moi et voir quel type de connexion on peut avoir. Si la personne ne répond pas à cet email-là, c'est déjà très mauvais signe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, là, la personne veut juste gonfler son réseau pour… Tout à fait. Et potentiellement aussi peut-être avoir accès à mon réseau à moi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais du tri 2 fois par an. Bon, là, c'était grand, hein, 120 ou 140, je ne sais plus combien j'ai retiré. C'est la première fois que j'en fais autant. Mais comme vous le savez, je viens de Montréal, j'avais encore au moins 400 personnes qui étaient encore de Montréal. Et je me suis dit, il faut faire aussi du tri dans ces gens-là. Parce que quand je poste, c'est sûr qu'ils dorment. Donc, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, j'ai regardé, j'ai beaucoup de connexions qui sont encore des connexions que j'ai, qui soit sont des amis, soit des connexions professionnelles. Donc, eux, je les ai gardées. Mais j'avais tout un ensemble de connexions, notamment dans les RH, à une époque où je cherchais du travail là-bas, qui ne me sert à rien aujourd'hui de conserver. Et du coup, il y a vraiment une réflexion de se dire, c'est notre réseau et un réseau étranger, d'anticiper la publication de nos posts par rapport à ce réseau-là. Oui. Du coup, est-ce que ça serait intelligent, si imaginons qu'on a un réseau spécifique étranger, de faire des posts exclusivement pour eux parce que c'est eux qui vont interagir OK. Bien sûr. Sur LinkedIn, malheureusement, on n'a pas la possibilité encore de choisir la langue de la personne qui va le lire, en fait. Ça va être traduit. Mais sur Facebook, on peut. Sur Facebook, on a 2 types de pages
et on peut choisir, enfin de type de page, on peut avoir 2 pages et on peut choisir que uniquement les anglophones ou que uniquement les francophones, par exemple, voient nos publications. Ok. Venons-en à la page entreprise. Donc la page entreprise, c'est la page, c'est un peu comme sur Facebook, c'est la page qui va permettre de communiquer sur une page, sur votre organisation et donc au nom de votre entreprise. Elle permet de mettre en avant l'entreprise, les marques, les produits, les services et éventuellement des offres d'emploi. Pour créer une page entreprise, il faut la créer à partir du profil personnel. Donc, vous allez en haut à droite, ici dans l'onglet produits, il y a une petite main, là, enfin, flèche, et tout en bas, il y a écrit créer une page entreprise. Donc, vous voyez, la page entreprise, c'est vraiment une page corporative dans laquelle il y a une page d'accueil, il y a une rubrique à propos, il y a les publications que vous faites passer, ainsi que potentiellement les offres d'emploi, la vie d'entreprise. La page entreprise permet d'éviter une mauvaise utilisation de la marque, permet de faire parler de vous en diffusant au nom de la structure, d'augmenter votre communauté grâce à l'onglet suivi et également de recruter des collaborateurs grâce à l'onglet carrière ou offre d'emploi. Cinq, ça permet également d'exploiter les outils publicitaires, notamment via la régie publicitaire de LinkedIn. Pour sponsoriser une publication, il faut vous rendre sur la page LinkedIn Entreprise, sélectionner la publication ou l'article que vous souhaitez sponsoriser et ensuite sponsoriser en haut au centre. Ce n'est pas quelque chose qui est très utilisé par les petites entreprises, sauf si vous voulez vraiment étendre vos publications et que vous vous dites c'est important que ça aille au-delà de notre propre audience et que pas juste le reach classique. Parce que est-ce que c'est intéressant du coup de se dire au début on n'a pas énormément d'abonnés, de sponsoriser les premiers articles sur notre page professionnelle pour permettre de gagner des abonnés et du coup de gérer après en mode de juste le reach sur la page pro? Ben, je vous dirais, le problème qui va se passer, c'est si vous voyez une publication qui vous plaît, qui est sponsorisée, que vous allez sur la page de cette publication, qui a 12 ou 20 abonnés. C'est peut-être pas forcément un gage de grande réussite, vous voyez. Moi, j'ai tendance à dire, soignez d'abord votre profil et votre base de suiveurs et les avis que vous devez avoir qui justifient de la qualité de ce que vous publiez et aussi ce que vous publiez pour après, éventuellement, quand vous êtes crédible, diffuser via la régie publicitaire. Ok. Sachez qu'également sur LinkedIn, il y a des groupes et que ces groupes, c'est un peu comme sur Facebook, ce sont des communautés d'intérêt où des experts discutent les tendances et les évolutions d'un secteur. L'avantage des groupes, c'est qu'ils sont spécialisés dans des domaines. Ils peuvent générer des commentaires et des opportunités et ils vous donnent accès à des informations privilégiées. Éventuellement, les groupes vous permettent de communiquer sur le contenu que vous partagez et d'améliorer le référencement de vos publications. Donc les groupes, il suffit d'aller en haut à droite et de faire un tri et d'aller chercher ici les groupes qui peuvent éventuellement vous intéresser par thématique.
Donc, si on résume un petit peu par rapport à tout ce qu'on dit, est-ce qu'un commentaire, un like, un partage, une réaction se vaut d'une manière générale? Est-ce que chaque chose est plus ou moins jugée à la même valeur? Eh bien, je vous dirais, je pense que vous avez compris un peu, que non, il y a forcément des écarts entre les résultats que vous allez obtenir, mais que potentiellement, parfois, un like peut générer autant qu'un commentaire d'autres personnes. Exemple, si j'ai une personne qui est extrêmement influente sur LinkedIn et qu'elle met un like et que cette semaine-là, c'est la seule chose qu'elle fait sur LinkedIn, eh bien, ça aura forcément beaucoup plus d'impact que si j'avais un commentaire de quelqu'un qui commente 25 publications par jour. Il y a aussi le critère de quelle est la personne derrière au bout du fil, quoi. Et du coup, cette réflexion-là, ça se fait juste sur une journée. Imaginons qu'une personne en fait, qui est très passive sur LinkedIn like simplement et ne fait rarement de commentaires. Est-ce que si un jour elle commente, son impact de commentaire va être beaucoup plus puissant ou pas du tout? Mais si, ah bah c'est sûr. Non seulement dans son réseau, les gens verront sans doute son commentaire, et en plus, pour vous, ça sera forcément des impacts positifs. Ok. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand je tag des gens dans des publications et que ces gens se voient concernés et qui me contactent et qui me répondent en message direct. Et je suis là, mais pourquoi? Ah oui, mais c'est un peu perso, machin bidule. Mais non, écrivez-le en commentaire. Ça donne pas, c'est pas du tout la même chose si la personne nous contacte en direct que si, évidemment, elle a commenté en dessous. Donc maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, entre 7 et 8 heures, c'est bien. Il y a d'autres horaires qui sont conseillés, comme un petit peu avant la pause lunch le midi et le soir dans les transports, en quelque sorte. Prioritairement, les mardis et jeudis. Enfin, les lundis aussi. Les lundis, c'est assez. Il y a quand même beaucoup de monde aussi sur LinkedIn. L'avantage d'avoir une page professionnelle, c'est que vous pouvez aller consulter l'outil statistique et qu'il peut vous dire les données sectorielles que vous pouvez apprendre sur les personnes qui vous suivent. Donc, en résumé, pardon, les commentaires sont indispensables. Ça donne plus de vues que les likes et les partages. Il va falloir que vous répondiez et que vous réagissiez à chaque commentaire pour optimiser au maximum votre reach. Tout engagement dans les 60 premières minutes est crucial pour le succès de votre publication. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises et de personnes qui œuvrent sur LinkedIn et qui se sont regroupées en personnes sous forme de groupe WhatsApp pour s'entraider sur les publications. Ça s'appelle des pods d'engagement. Moi, j'en fais partie de 2 pour vous donner un ordre d'idée. Ça me permet de bonifier mon contenu. Pensez à essayer de vous engager avec vos nouveaux abonnés ainsi que les followers de votre page entreprise. N'hésitez pas à noter les hashtags que vos fans utilisent et sur lesquels ils s'engagent. Il y a tout un travail à faire sur l'analyse des hashtags. Les tags, on en a parlé. Pensez à commenter sur les posts qui vous intéressent pour améliorer la pertinence de votre flux.
même si la personne n'est pas en relation avec vous. Si vous n'avez que le temps de liker, enregistrez la communication et revenez plus tard pour la commenter. Pensez qu'il est important de cibler la qualité que la quantité des posts. Et pensez à essayer de mesurer l'engagement et pas les vues. Alors, avant d'aller sur la page professionnelle, je vais vous expliquer un petit peu les dernières actualités sur LinkedIn. D'abord, le déploiement des stories qui a eu lieu il y a maintenant, je pense, bientôt 1 an. Et les nouvelles polices d'écriture ainsi que les nouveaux stickers. Il est désormais possible de mieux personnaliser les contenus professionnels et inciter à utiliser davantage les stories, format qui n'est pas encore très, très populaire sur LinkedIn. Moi, quand je poste une story, je pense que j'ai 15 personnes qui les regardent sur 1200. Hein. L'avantage du swipe up, c'est qu'il a été l'avantage des stories, c'est qu'il a été intégré un swipe up dans les stories, notamment des pages quand elles ont beaucoup de relations. Le réseau travaille à l'heure actuelle sur les pages entreprises, notamment avec l'ajout d'un onglet produit il y a à peu près 2 mois. Donc, il y a la possibilité de mettre en avant des produits ou des prestations plus spécifiquement. Et bientôt, arriver des vidéos pour les images de fond pour suivre le mouvement débuté sur Facebook. Sachez-le, il y a aussi sur LinkedIn bientôt l'apparition des salons audio, puisque avec le succès de Clubhouse, tous les réseaux sociaux se sont dit qu'ils allaient copier ce format c'est à mi-chemin entre le podcast et le live. Donc, ce sont des réalités. Alors, venons-en maintenant à des exemples de pages LinkedIn. Donc, voilà un exemple de page. Donc, l'idée derrière une page, c'est d'y mettre la même charte graphique et identité que celle qu'on peut retrouver sur les autres réseaux sociaux. Bon, là, elle est morte, il ne communique plus, hein, mais on va communiquer. Pardon, je ne suis pas allé au bon endroit. On va communiquer sur divers éléments. Alors, normalement, il y a des communications, mais j'ai l'impression qu'elles sont trop vieilles. Peut-être dans activité nouvelle, même pas. Bon, peut-être que ça n'a jamais été fait. L'idée derrière la page, c'est que la page se construit. Vous pouvez inviter des relations à suivre votre page. Je ne sais pas si vous l'avez fait, Guillaume. Non, justement, parce que je ne savais pas si, en fait, on s'est dit peut-être avant d'inviter ces relations-là, il fallait qu'on ait des petits articles en début pour dire au moins on a fait un peu une stratégie de communication sur un peu présenter en mode ce que vous avez dit pour gagner l'engagement sur on fait découvrir ça petit à petit, après on va présenter l'équipe, après on va présenter comment on a construit le logo, construit l'idée de sortir, et comme ça après quand il y aura quand même 3, 4 voire 5 articles, bah, peut-être là ça sera peut-être plus intéressant d'utiliser les 100. Exact. Alors regardez l'exemple d'une page que je gère. Donc, effectivement, on peut communiquer de manière régulière pour avoir de l'engagement. Et sur la page pro, il y a une publication par semaine. L'idée, c'est que cette publication, elle soit engageante. Donc, vous voyez, on n'a que 169 abonnés. Le but du jeu, c'est d'avoir quand même des impressions au-delà des 169 pour que les gens aient envie de découvrir MobaSpace.
Donc, vous voyez, là, on est à 603 impressions, 777, 319. On est quasi tout le temps au-dessus du nombre d'abonnés. Et ça, du coup, les impressions, ça correspond au mix de likes. Au reach, c'est au reach. Ah, c'est rich, ok. Ce n'est pas l'engagement. Mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on a autant d'impressions. D'abord, dans vos publications, il ne faut pas hésiter, comme je l'ai dit, à faire de la mise en scène. C'est-à-dire à utiliser peut-être du gras, des emojis, des éléments qui vont venir structurer le texte, le récit. Ensuite, là, par exemple, on a transféré un article, je crois. Ouais. Ouais, puis l'article est là. Donc, OK. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un imprimé écran de l'article et on a cité l'article en commentaire. Ce qu'on a ajouté, c'est qu'on a mis des tags, peut-être un peu trop pour le coup, et 2 hashtags. Et là, typiquement, je sais que la dernière fois qu'on a essayé de faire des posts, là, la mise en scène de les émoticônes, le gras, je sais qu'on avait fait, on anticipe après, on va dire, l'organisation des posts en amont sur Word. Et dès qu'on fait un copier-coller sur LinkedIn, en fait, tout le gras, le mise en scène est enlevé automatiquement. Ah oui, oui, non, il faut le faire sur l'application. Directement sur l'application. Ouais. Ouais. Ok. Moi, j'ai arrêté de préparer sur Word parce que sur Word, on ne peut pas mettre le gras, ne s'affiche pas, effectivement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le faire sur Buffer. Ok, je ne connaissais pas. Alors, Buffer, c'est un émulateur. Moi, je fais la mise en scène en dernière minute. En général, je compile mes contenus là et ils sont à l'avance. Mais donc, si je veux mettre du gras, donc déjà, le problème, c'est qu'on ne peut pas taguer sur Buffer. On ne peut pas taguer, on peut juste hashtaguer, mais on peut mettre du gras et des emojis. Donc, je vais sur InstaFont. TikTok récupère vos données, mais vous vous en fichez peut-être certainement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça que je vais mettre en gras. Je fais un copier-coller du gras. Voilà. Et après, je rajoute des emojis. J'ai mis au pif, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Tac. Tac. Vous voyez l'idée? Je peux préparer mon contenu ici dans Buffer. Et à quelle date il peut être. Alors, j'utilise jamais leurs propositions d'heure parce que je trouve qu'elles ne sont pas bonnes. Et ce que je fais, c'est que le jour J, je vais mettre Share Now. Ah, mais là, le buffer est automatiquement lié au réseau LinkedIn. Ouais. Et du coup, vu que vous gérez plusieurs pages, par exemple, est-ce que vous avez un compte buffer par page? On a droit en gratuit à 3 pages, ouais. Ok. D'accord, ok, bah, c'est pas intéressant. En fait, c'est comme une queue d'appel, en fait. On a droit, je crois, à 10 articles en queue. Ok. Mais très honnêtement, ça, j'utilise que pour de la curation. C'est-à-dire des choses que je veux publier qui ne sont pas très importantes. Quand c'est très important, je me mets à côté parce qu'il faut être là avant, pendant, après pour s'assurer que tout va bien et qu'on accompagne au maximum sa publication star, entre guillemets. Ok. Bon, autre exemple. Donc là, on n'a que 140 impressions, mais vous voyez, on a mis un peu de mise en scène aussi. Alors, les dernières ont bien marché. Alors, le carrousel, comme je vous l'ai dit, ça marche très, très bien. 433 impressions. On a eu 9 likes et autres et 2 commentaires. Vous voyez l'idée? Là-haut, j'essaie de trouver une accroche qui donne envie aux gens d'en découvrir plus. Et le fait que les gens cliquent sur la petite flèche là, c'est des interactions à chaque fois. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire un carrousel.
692 impressions. Est-ce que dans la présentation, on peut le mettre avant le carrousel, par exemple, découvrez les 5 façons de. Si vous avez Oui, 5 bien, slides. bien sûr, oui, oui, oui. Bon, un exemple de newsjacking, là pour le coup, en lien avec l'actualité, c'est sûr qu'il y a des chances que ça obtienne des interactions et des impressions. Ce qui est très intéressant avec la page sur LinkedIn, c'est qu'ici, vous avez les statistiques de la publication. Donc, vous pouvez les comparer les unes entre elles. Donc, un taux d'engagement à 8,24, c'est très correct pour une page entreprise. Pour un profil perso, ça aurait été faible, mais pour une page entreprise, c'est très correct. Je crois que c'est à peu près la moyenne de l'engagement qu'on a à peu près de manière classique. Quand une publication fonctionne pas, elle a classique, elle a 2%, quoi. La plupart d'ailleurs de vos communications devraient être en taux d'engagement entre 2 et 5%. Autre exemple pour venir bonifier vos pages, allez communiquer sur des collègues, des partenaires, d'autres personnes que vous. Celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, il n'y a aucune mise en page. Vous comprenez le principe? Il faut qu'on trouve, pour la page, le problème, c'est qu'il faut trouver vraiment beaucoup de moyens pour essayer d'étendre au-delà du reach classique de la page, sinon ça ne s'étend pas. Donc les hashtags, les tags et beaucoup de mise en scène, quoi. Et donc, vous voyez, quand vous lancez votre page, vous avez cette fonctionnalité qui permet d'ajouter, d'inviter des relations à suivre votre page. Donc, vous allez tout en haut, là-haut, dans outils d'administration, inviter des relations. Vous avez droit à 100 par tranche de je ne sais plus combien de temps. Et ça, les 100 relations, c'est en corrélation avec notre profil pro perso? Non, non, c'est le nombre de crédits qu'on vous donne en gratuit. Non, mais les propositions. Ah oui, ça en lien, oui. Mais si vous êtes 3 administrateurs, bah, vous allez avoir trois possibilités de. Enfin, vous allez avoir les audiences de tout le réseau, monde ouais. en 3 fois. Ok. Donc, ne le faites pas tous sur le. Faites pas une personne, fait les 100, quoi. Et donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la nouvelle page produit. Ça, c'est une nouvelle page qui a été activée il y a 2 mois, qui permet de mettre en avant un produit en particulier. Donc là, elle ne ressort pas super sur la version administrateur, mais sur la version membre, elle est correcte, je trouve. Vous voyez, elle se présente comme ça ici. Et on peut demander à ce que les gens notent les produits également. Vous pouvez nous montrer les stories où ça s'affiche? Ouais, je vais vous montrer ça. Sauf que sur l'ordinateur, ça ne s'affiche pas. Donc, c'est uniquement sur votre téléphone. Et vous allez sur l'appli. Et je vous montre tout en haut, là-haut. Vous voyez, vous avez des petites bulles là. Et bien, c'est ça les stories. Donc, vous pouvez les faire partir et les lire du même endroit de votre téléphone. D'accord. On les a pas encore sur la version mobile. Sur la version ordi, pardon. Donc là, vous voyez, ce matin, j'ai passé une publication. Je vais aller regarder cet après-midi s'il n'y a pas des commentaires auxquels je peux répondre. Non, il n'y a pas de commentaires. C'est dommage, il y a juste des likes. C'est très important d'y aller régulièrement quand on poste une publication star pour vérifier qu'on n'a pas de commentaires. Parce que pour l'instant, je pense que le reach ne doit pas être très haut. Je vais regarder quand même, mais non, il n'est pas bon. Enfin, il n'est pas bon, il n'est pas encore, mais 64 impressions. Oh, ça va encore. Ça va encore.
Vous saviez ça, que vous avez accès à toute la bibliothèque, on va dire, de publications? C'est-à-dire? Là, vous avez accès à toutes les publications que vous avez passées sur la page, ainsi que le nombre d'impressions, le nombre de clics, le click-through rate, donc le nombre de clics versus le nombre d'impressions, le nombre de réactions, le nombre de commentaires, le nombre de partages. Ça, j'ai découvert, du coup, aujourd'hui, là. Et j'étais curieux de voir le post qu'on avait fait la semaine dernière pour voir l'identifier taux de clic, taux d'engagement. Donc, c'est intéressant. Ouais. Ah non, c'est indispensable. C'est indispensable de bien suivre ces éléments-là. En fait, vous voyez là, ma publication star, j'en ai 2 par mois, enfin plus, 3, mettons, que je passe sur la page. Celle-là de ce matin, elle est à 64 impressions. Il n'y a pas de clics, il y a à peine des réactions, ce n'est pas énorme. Mais je ne vais pas la comparer avec tous les autres trucs parce que là, ça, ce ne sont pas des publications stars. Par contre, je vais la comparer avec cette publication de star-là qui était le 13 juin. Et j'étais à 98. Donc, je pense que je dépasserai ça. Le click-through rate était à 1 et j'avais 5 réactions. Donc, pour l'instant, je suis au même nombre de réactions et potentiellement, j'aimerais dépasser les 64. C'est à ce moment-là que vous voyez la publication, là, elle a 9 heures. C'est à ce moment-là que je vais essayer de lui donner une deuxième vie. Mais c'est quoi les actions, justement, pour donner une deuxième vie? Eh ben, c'est d'aller taguer des gens, peut-être. Mais dans les commentaires? Non, dans la publication. Je Du vais coup, aller dans modifier la nouvelle. ok. Pardon, je vais partager mon écran. Je n'avais pas vu que vous ne voyiez pas mon écran. Tout à l'heure, j'étais là dans statistiques nouvelles et je suis allé mettre ici le mois en cours en juin et j'ai mis afficher 20. Et moi, ce que je vais comparer, c'est ma publication star de… Il y a un truc qui ne marche pas, ça ne va pas jusqu'au 29. Voilà, ma publication star de ce matin versus celle-là du 13. Vous voyez? C'est ça que je vais comparer. Celle-ci avec celle-là. Et je vais vous dire, aujourd'hui, je suis à 64 impressions. À l'époque, il m'en a fait 98. Et on a le même nombre de likes. C'est pas sûr que je dépasse mes 98, là, vous voyez? Ce qui est pas, honnêtement, ce qui n'est pas énorme pour une page qui a 150 personnes qui suivent. Hein. Donc, moi, je veux une deuxième vie à cette publication, d'accord? Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais retourner dans mon contenu. Je vais aussi aller dans mon nombre d'abonnés, tiens. Je vais aller regarder qui me suit déjà. Et je vais aller regarder. Des étudiants, c'est une très bonne idée. En même temps, s'ils sont des… Ouais. Mais je vais plutôt aller chercher des anciens étudiants à moi. Parce que je sais que c'est un contenu qui pourrait les intéresser. Alors. Mais du coup, pour redonner une seconde vie à une publication, il faut être assez réactif. Il faut faire dans les 12 heures après la publication pour modifier. Ouais. Faut pas que ce soit 2 semaines après, ça c'est sûr. Alors. Bah, dis donc, j'ai pas beaucoup d'étudiants qui me suivent. Hein. Sinon, c'est pas grave, je pourrais les intégrer quand même. Mais tiens, là, Hugo. Je vais taguer également Gracieuse qui est dans les personnes que j'accompagne en ce moment et je pense que ça l'intéressera. Hugo, Gracieuse et… Bon, c'est pas facile à trouver. Nicolas, tiens, hop. Après, c'est pas obligé qu'ils vous suivent hein, sur votre page. Ça peut être des gens qui ne vous suivent pas. Mais moi, j'aime autant que ce soit des gens qui suivent déjà. Quoi. Donc, je vais faire modifier la nouvelle. Et là, juste après marcher, je mets mon petit arrobase. Hugo, quoi ce nom? Nicolas Deldrève. Gracieuse
Gangwesh. Et là, je réfléchis dans les gens qui me sont proches et donc qui ne sont pas juste des étudiants. Qu'est-ce que je pourrais… Et là, justement, vous ne pouvez pas demander dans vos groupes WhatsApp là, les potes d'engagement de mettre un pote d'engagement dessus. Mais je l'ai déjà fait ce matin. Ah, ok. Si, je l'ai déjà fait. Bon, Agnès, je sais qu'elle me soutient habituellement beaucoup. Après, il faut aussi réfléchir à qui a l'habitude de liker vos posts et qui serait à même de commenter. Je vais mettre Frédéric. Pasquale. Là, voilà. Donc, en cliquant tout ça, je mets enregistrer et je vais donner une deuxième vie au post. Ça ne va pas s'afficher tout de suite. En général, enfin, ça peut s'afficher, mais vous allez pouvoir retourner dessus. Des fois, l'algorithme merdoume un peu, mais les gens vont obtenir un pop-up. Et s'ils commentent et s'ils like, ça va donner une deuxième vie. On ira regarder peut-être dans une demi-heure s'il y a eu une évolution. Petite question, vous avez enlevé ce que vous aviez ajouté ce matin, la personne qui… J'en ai pas mis ce matin. D'accord. C'est, Je croyais que… Non, j'en avais pas mis. J'avais juste mis des hashtags. D'accord. Et on n'enlève jamais personne après. On va pas s'amuser à mettre des gens, puis après à enlever, à Bon, remettre d'autres. vous pouvez, mais disons qu'au bout d'un moment, si vous jouez trop avec l'algorithme, ça peut perdre la portée virale quand même. D'accord. Surtout s'il y a plusieurs personnes. Ça m'est très arrivé quand je gère une page et qu'il y a plusieurs personnes qui gèrent la page. Le problème, c'est qu'une personne vient faire une correction en même temps que quelqu'un d'autre et on perd complètement la viralité. Quelques informations de bonne pratique. Ce qui est très important, évidemment, ça va être de créer du contenu pour obtenir de la visibilité et de la crédibilité. Pensez à établir une stratégie de communication qui puisse proposer à vos contacts des thématiques, des événements, de l'information qui pourrait les intéresser, du contenu qualitatif, à la fois sur votre entreprise, mais pas que. C'est important de ne pas être trop nombriliste aussi. Parce que si vous faites que parler de vous, au bout d'un moment, les gens auront tendance à plus forcément vouloir vous suivre. Le fil d'actualité devient donc une veille de marché sur l'actualité de votre secteur, sur celle de vos concurrents et de vos clients, ainsi que sur votre réseau professionnel. Excusez-moi. Oui, allô? D'accord. Ce qui est très important, c'est d'essayer d'avoir une vraie stratégie concrète sur vos publications. Et ça, je le dis assez souvent aux personnes. Là, notamment, j'ai un agent immobilier qui a pris une stagiaire qui lui fait des trucs qui sont top, mais il n'y a pas de réelle stratégie dans la priorisation des publications. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une stratégie sur qu'est-ce qu'il veut mettre en avant et ce sur quoi il veut parler, mais il n'y a pas un post qui est plus intéressant ou plus important qu'un autre. Il n'y a pas de but derrière chaque publication. Et je lui ai dit, on ne peut pas s'attendre à avoir que des publications qui génèrent des leads, donc des opportunités. Il y a des publications qui vont être faites pour développer la notoriété, il y a des publications qui vont être faites pour faire du trafic sur votre site Internet, il y a des publications qui vont être faites pour développer des leads ou de la fidélisation. Mais potentiellement, c'est important d'avoir une hiérarchie, un objectif derrière chacune des publications qu'on va mettre en place. Et que moi, sur la page pro, tous les jours, il y a une nouvelle publication, c'est de la curation, c'est vraiment plus pour de la fidélisation de mes audiences, des personnes qui me suivent déjà. Ce n'est pas dans le but que quelqu'un vienne me contacter personnellement. Donc ça, c'est important. Pensez à avoir un calendrier de votre contenu et de votre stratégie complète. Ça, on est toujours dans la partie page entreprise ou pas? On est même côté perso? Moi, je le fais pour les deux. Okay. Je le fais pour les deux parce que je considère que entreprise ou pas entreprise, c'est une méthode de communication et que il est important d'avoir une visibilité sur ce sur quoi on veut communiquer.
que j'ai bien compris quand tu disais qu'il y avait plus de reach sur le compte perso que sur le compte entreprise? Ouais. Ah, ok. En fait, il faut se poser la question. En fait, il y a 3 niveaux de publication. Il y a ce qu'on appelle les publications stars, tout en haut. C'est un contenu, mettons, que vous faites 1 ou 2 fois par mois, que vous voulez que le maximum de personnes voient. Il y a les publications tout en bas, qu'on appelle le hub. Le hub, c'est un peu du contenu régulier que vous mettez en avant, mais qui n'a pas grande vocation à grand développement de votre activité, si ce n'est à alimenter un peu le fait que vous avez une connaissance de votre secteur et que vous argumentez sur des éléments qui vous paraissent intéressants à vous et votre communauté. Et au milieu, il y a des publications qui sont peut-être un petit peu importantes, mais qui peuvent être un peu plus ciblées et sur lesquelles vous communiquez de manière aléatoire. Moi, les communications stars et les communications du milieu, je les accompagne au maximum, soit par des pods, soit par des tags, soit par des messages personnels. Des fois, ça m'arrive de faire transférer à une personne en question dans sa boîte perso. Ok. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces éléments-là. En fait, vous savez quoi? Comment j'ai observé ça? C'est qu'il y a 5 ou 6 ans, j'avais une plateforme en lien avec le cinéma et qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on publiait, au bout d'un an ou deux, que les distributeurs de films appréciaient notre travail, les attachés de presse aussi, et un ensemble de gens qui étaient autour du cinéma. Eh bien, dès qu'on communiquait sous un article précisément, après, au lieu de s'attendre à ce que ce soit eux qui fassent le travail de venir chercher notre info, ce qui est assez passif, eh bien, on diffusait l'article en question vers le distributeur, vers les attachés de presse et compagnie, en fait. On leur marchait le travail et au final, ça a fait boum parce qu'ils transféraient notre contenu, en fait. Quand ça les intéressait, bien entendu. L'idée, c'est de trouver votre propre réseau d'influence. Je l'ai dit tout à l'heure, sur la page pro, l'intérêt, c'est d'aller choper les statistiques, aller regarder comment marchent vos publications. Donc, vous le voyez, vous l'avez en dessous, chaque publication déjà. Vous avez des données démographiques, vous avez la croissance du nombre d'abonnés, vous pouvez aussi rajouter les données de vos concurrents. Vous avez les publications en fonction du timing, à quel moment est-ce qu'elles marchent le plus, quelle publication à proprement parler. Vous avez le secteur des personnes qui vous suivent précisément. Et donc, il y a une réelle étude à mettre en place pour analyser le retour sur investissement de vos publications, notamment sur la page pro. La page perso, ce n'est pas possible de le faire, mais sur la page pro, c'est possible. Est-ce que vous avez des questions sur les statistiques? Non, c'est plutôt clair. Ça va? Alors, on va enchaîner avec d'autres informations. D'abord, InMail. L'InMail, c'est une fonctionnalité de LinkedIn qui permet d'aller envoyer des mails à des personnes qui ne vous ont pas encore dans leur réseau. C'est une sorte de messagerie interne. Vous en avez droit à un gratuit, je pense, par mois, quelque chose comme ça. Et après, c'est quand vous payez pour le premium. Est-ce que pour vous, c'est intéressant la question du premium, d'avoir le LinkedIn Premium quand on débute? Alors, on en vient dessus juste après. Les abonnements, pour moi, et ça n'est que mon avis. Si on maîtrise tous les autres aspects du réseau LinkedIn, on n'a pas besoin de payer pour. Okay. Il faut juste avoir une vraie stratégie et savoir comment vraiment bien le réseau fonctionne. Mais moi, quand je l'ai eu en premium, je n'ai pas vu de différence.
J'arrive à mes fins par plein de méthodes, en fait. Il suffit de bien connaître le réseau. Parce que ce n'est pas donné quand même, hein, le montant. C'est quand même ce prix-là, hein, par mois. Ouais. Le email, c'est les petites messageries qui se mettent sur le côté. Oui, mais c'est dans la messagerie, mais le fait de pouvoir faire un mail à une personne que vous n'avez pas dans D'accord. votre réseau. OK. Bon, sachez-le, donc LinkedIn, c'est aussi une application mobile. Je vous engage à l'utiliser, d'autant que même si ce n'est pas forcément adapté pour publier depuis cette interface, ça permet de répondre aux commentaires, ça permet de quand même liker, enregistrer des posts et éventuellement envoyer des messages privés, et ça permet d'avoir accès à toutes les stories et aussi d'en faire des stories. Très important, il est possible d'optimiser son référencement. Alors là, comment est-ce qu'on va faire? Par le moteur de recherche présent dans l'application, vous pouvez faire des recherches de personnes, soit par un poste, par une entreprise ou par un contact auprès de qui vous souhaitez vous rendre visible. Et vous pouvez le faire directement avec un poste, une entreprise ou un mot-clé. Voyez? Une fois que vous avez trouvé la personne en question, vous allez sur 3 petits points, vous faites faire une demande de mise en relation et toujours, très important, ajoutez-y une note. Pour quelle raison vous souhaitez être mis en relation avec la personne? Et je vais vous donner tout à l'heure des exemples de textes que vous pouvez utiliser. Si vous faites une recherche par mots-clés, vous allez pouvoir aussi avoir un mot-clé dans votre recherche et qu'il y ait des gens qui sortent directement dans la barre de recherche en haut. Sur LinkedIn, il est aussi possible de faire ce qu'on appelle du growth hacking. Est-ce que vous connaissez ce terme? Ça me parle. Le growth hacking, c'est potentiellement d'aller récupérer les coordonnées de prospects potentiels. Alors attention quand même, certaines actions sont très limites à la fois d'un point de vue du RGPD, mais aussi du point de vue déontologique. Ce que je vais vous présenter, je vais vous en présenter les limites aussi. Mais c'est les mêmes limites que celles du démarchage d'une manière globale. Quand vous êtes démarché par téléphone, vous êtes en droit de demander comment la personne a obtenu vos coordonnées téléphoniques. Donc mais c'est une chose qui est de plus en plus faite sur LinkedIn et qu'on peut encore faire à certaines conditions. D'abord, il existe aujourd'hui des plugins pour capter les coordonnées des personnes, que vous soyez en relation ou pas avec elles. Celui que moi j'utilise, c'est Casper, mais il y a aussi un autre qui s'appelle Lusha, et je vais vous montrer concrètement comment est-ce qu'il fonctionne. Donc Casper, imaginez que j'aille chercher notre président, je ne suis pas en relation avec lui. Vous voyez à droite, Casper se connecte directement à lui et il me propose ses coordonnées. Email, 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 numéro de téléphone. Est-ce que c'est un peu, je sais que moi, dans mon métier, parce on doit constituer des bases de contacts pour contacter des clients via des sites internet
Typiquement, genre, si on va sur Nike.fr, sur des marques d'entreprise. En fait, il y a Mail Hunter, c'est un peu le même style que Mail Hunter. Sans doute. La seule réalité par rapport au RGPD, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser des données personnelles. Donc, si vous prenez une captation de données ici, j'ai le droit de prendre des mails professionnels et officiellement, s'il y a un compte Gmail, je n'ai pas le droit de le prendre. Ok. Ça, c'est important. Les numéros de téléphone, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est la même règle. Donc, on pourrait s'attendre à ce que les numéros de téléphone qui soient précisés soient des numéros de téléphone professionnels. Petite question, ça fonctionne comment? Ça prend où ces données? C'est pas sur LinkedIn? Et non, mais c'est parce que le logiciel va chercher les informations que la personne a rentrées quand elle s'est inscrite. D'accord. Et donc, Allez il donne. regarder pour vous, Corentin. Donc là, je ne suis pas en relation avec vous. Les coordonnées que vous avez mises, elles ne sont pas visibles. Si je fais activer Casper, on va voir s'il me trouve des choses. Non, il ne le trouve pas. Vous avez dû suffisamment fermer votre profil pour que vos coordonnées ne soient pas accessibles. C'est-à-dire fermer, utiliser une adresse exprès pour le profil. Non, c'est qu'en gros, vos coordonnées, elles sont pas intégrées dans les coordonnées qui sont potentiellement sélectionnables. C'est le premier ou le deuxième? Le premier. Est-ce que j'ai bien bloqué mes informations? Ouais, il y a le compte Gmail. Alors, vous voyez que je ne le vois pas là. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est un système qui marche sous forme de crédit et que Casper, vous achetez les crédits. Donc, si vous achetez, je crois, 50 crédits, ça coûte 20 ou 30 euros et vous pouvez faire plusieurs recherches. Ok. Bon, là, je ne vais pas utiliser un crédit pour le voir, mais vous voyez qu'il le trouve. Ça marche. Oui, un truc que je ne comprends pas quand même. J'ai une adresse Gmail sur LinkedIn et il ne l'a pas trouvé. Non, mais peut-être que vous avez votre. Je regarde là, je vois que par exemple, il y a des éléments là-haut. Votre bannière, par exemple, elle n'est pas visible. En fait, je pense, Corentin, c'est que dans ta publication de page LinkedIn, les gens qui ne sont pas en relation avec toi, tu as dû bien sécuriser la transmission d'informations. C'est exactement ça. C'est quand vous choisissez vos paramètres en haut là, vous avez paramétré, à mon avis, des choses qui soient vraiment fermées à des gens qui ne sont pas en relation avec vous. Vous voyez ici, vous avez confidentialité des données. Et là, vous avez dû mettre le truc le plus fermé possible. Moi, si vous utilisez le même outil Casper avec mes données personnelles, c'est sûr que vous trouvez tout ce que vous voulez. Mais vous avez envie de vous faire connaître aussi. C'est ça. Moi, là, quand je m'y suis inscrit, c'était pas du tout pour ça. C'est pas du tout mon domaine. Dans mon ancienne boîte, c'était quelqu'un qui était dédié à ça. Mais c'est pour ça donc que je voulais suivre cette formation, quoi. Je regarde pour Sandrine. Non, elle a fermé aussi. Bon, après, ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais ça marche assez souvent quand même. Hein. Donc, gardez à l'esprit, c'est uniquement les données professionnelles qui permettent d'absorber ces informations-là. Après, il y a une autre méthode. Reportive, c'est un logiciel que vous pouvez aussi télécharger qui vous permet, quand vous intégrez une adresse email dans Gmail, d'avoir à droite toutes les coordonnées de la personne, d'une manière générale, qui vont être reliées à cet email. Avec ses autres réseaux sociaux, son titre, etc., etc. Vous avez d'autres outils tels que Link Match qui sont un peu similaires, qui permettent d'avoir accès à l'auto-création de CRM à partir de bases de données, de captation de données. Moi, ce que je préfère, alors, Casper, c'est bien surtout si la personne ne répond pas à votre demande de mise en relation. Vous voyez, c'est bien parce qu'il y a des gens, ils ne vont pas souvent sur LinkedIn et donc
bah, si vous voulez vraiment rentrer en relation avec, aller piocher un email ou des coordonnées téléphoniques, c'est quand même un plus. Toutefois, la méthode classique, c'est quand même de faire du démarchage direct. Il y a 3 options si un profil vous intéresse et que vous voulez un petit peu être mis en relation. La première option, si cette personne-là, vous pensez qu'elle pourrait avoir un intérêt pour vous, mais que ce n'est pas urgent, dans ces cas-là, vous faites juste suivre la personne. Vous n'êtes pas obligé de rentrer en connexion avec. Juste la suivre. Elle va être mise au courant que vous la suivez et ce n'est pas une obligation d'être en connexion. La deuxième option, c'est d'aller faire une demande de mise en relation avec du démarchage direct et je vais vous donner des exemples de notes à envoyer, à annexer à votre demande de mise en relation. Et la troisième, c'est d'utiliser un plugin tel que Casper. Donc voilà des exemples. Si vous connaissez la personne, exemple, vous avez déjà rencontré la personne de par le passé, dans ces cas-là, vous pouvez écrire une petite note de type « Bonjour Marc, nous nous sommes croisés lors d'un événement, tel événement cet automne. J'ai pensé vous inviter pour rester en contact. Au plaisir de se connaître davantage. » Moi, c'est la première que je préfère là. Deuxième possibilité, lorsque vous avez quelque chose en commun, mais que vous ne connaissez pas la personne. Attention ici, il faut faire super attention dans la façon dont vous les écrivez. Il faut être plus créatif que les simples mailings que vous pouvez recevoir d'un ensemble d'outils déjà automatisés. Bonjour Madame Trudeau, je suis présentement en train d'agrandir mon réseau pour échanger avec d'autres professionnels sur le domaine de. J'ai vu votre commentaire dans telle discussion et je crois que je peux apprendre beaucoup de vous. Ça, c'est toujours valorisant pour quelqu'un qui pourrait se dire, bon, bah, super. N'allez pas directement lui dire, je suis en train de prospecter et je pense que mes services pourraient vous intéresser. En premier lieu, c'est beaucoup trop direct, beaucoup trop abrupt. Lorsque vous êtes membre d'un même groupe LinkedIn, vous pouvez faire référence au groupe en question. Et si vous avez un ou plusieurs contacts en commun, c'est le mieux. Bonjour Julien, un tel m'a parlé récemment de vous et bien évidemment, je prends l'initiative de vous inviter. Sentez-vous à l'aise de l'accepter ou non? Ça, c'est ce qu'il y a aussi de plus simple. Là, ici, on est plus vis-à-vis des recruteurs. Si vous n'avez rien en commun, eh bien, vous pouvez oser quand même. Bonjour, Monsieur Schmitt. J'ai trouvé votre profil via une recherche avancée. Vous œuvrez actuellement dans tel domaine et je suis à la recherche d'un poste à l'heure actuelle. Peut-on envisager une courte discussion pour déterminer si mon parcours peut être intéressant pour l'un de vos mandats actuels? Je pourrais en retour vous mettre en contact avec des professionnels de mon réseau par échange de bons procédés. Bien entendu, ce type de fonctionnement marche si la personne est un recruteur. Alors, il en existe encore deux autres. Je vous les laisserai regarder à tête reposée avec le support. Voici un petit résumé et après, comme je l'ai dit en introduction, j'irai faire un petit tour sur vos profils pour vous expliquer en quoi il est important de compléter aussi vos profils. D'abord, c'est important de comprendre la valeur de LinkedIn et que c'est un énorme potentiel en termes de génération de leads. On va se créer des connexions qui vont, dans un même temps, donc booster son engagement. Ne vous connectez pas avec des personnes au hasard. Vous aurez un engagement qui sera trop faible. N'hésitez pas à utiliser la barre de recherche pour trouver votre véritable public cible. Utilisez certains mots-clés et hashtags pour atteindre vos audiences. Le plus important, créez du lien social. Faites de la curation de contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas parler que de vous. Utilisez tous les types de formats, pas que de la vidéo. La vidéo, c'en est un, mais n'hésitez pas à varier et utiliser différents types de formats.
écrivez des phrases d'accroche. Interagissez toujours avec les commentaires. Donc, Sandrine, j'ai vu votre commentaire il y a quelques minutes. Je vais aller y répondre directement dès qu'on aura terminé le PowerPoint. Et envoyez toujours des messages personnalisés quand vous faites des demandes de connexion. Et créez aujourd'hui des stories. Voilà un petit peu, avec ce visuel SEMrush, un petit rappel de comment se démarquer sur LinkedIn. Alors, d'abord, j'ai vu que Sandrine avait commenté sur ma publication. Donc, c'est pas celle-là, c'est sur l'autre. Donc, je vais aller sur la publication et je vais aller y répondre. Voilà. Là, en faisant ça, je fais vivre mon contenu et je vais étendre de nouveau la portée et peut-être l'engagement aussi. Et c'est bien que ça arrive à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas encore eu de commentaires avant. C'est pour ça que j'y suis allée. Et moi, ça va être partagé sur mes réseaux. Peut-être que des gens qui sont abonnés peuvent voir. Si vous ne commentez pas régulièrement, si vous n'avez pas publié ce matin et pas publié demain, il y a des chances qu'effectivement les gens le voient. Ok. Pas tous, mais une partie. Donc maintenant, je vous ai dit, je voulais regarder un peu et vous donner un feedback. Je vous rappelle que c'est important de faire LinkedIn niveau 1 si vous voulez vraiment travailler vos profils. Et je vous dirais que travailler son profil, c'est la base pour vraiment espérer attirer les bonnes personnes sur LinkedIn. Hop. Donc, on va aller rapidement avec Sandrine parce qu'elle a déjà fait le niveau 1. Donc, elle a mis sa bannière de fond, ce que vous, les garçons, vous n'avez pas encore. Ou alors, si vous en avez mis une, elle n'est pas visible par les personnes que vous avez en relation. La photo, je pense qu'on avait déjà parlé. J'aurais potentiellement préféré qu'elle soit un petit peu plus resserrée pour qu'on voit plus votre visage. Oui. Parce que là, sur votre profil, on vous voit, mais quand vous faites des commentaires, on vous voit beaucoup moins, à mon avis. C'est trop petit, ouais. D'ailleurs, quand je fais des commentaires, je peux faire des commentaires avec ma page pro, comme sur Facebook ou... Oui, mais c'est compliqué sur LinkedIn. D'accord. C'est compliqué. Moi, j'ai remarqué qu'il faut pour cela avoir été d'abord sur la page pro juste avant et essayer de rester. Et ça marche plus facilement depuis le téléphone. D'accord. Sur l'ordi, c'est très difficile. Ça devrait être une fonctionnalité qui va bientôt être activable, de pouvoir switcher comme sur Facebook. Mais à date, à chaque fois que j'ai réussi à le faire, c'était un peu par erreur parce que le réseau n'était pas bien paramétré. D'accord. Donc là, vous avez revu le titre. Oui. Très important d'avoir un titre qui ne soit pas juste un titre technique, Guillaume. C'est un titre comme si c'était une description de poste. Mais je crois que c'est en fait automatiquement l'outil. Quand on met son poste, on peut mettre. Ouais. Alors, je vous montre pour moi ce que j'ai mis, mais qui marche pour beaucoup de gens que j'accompagne et qui est quand même beaucoup plus sympa à regarder que juste les titres. Vous pouvez choisir et il faut que vous réfléchissiez sur quel type de promesse vous faites dans le titre de votre profil. Est-ce qu'on est obligé de préciser où on travaille? En fait, on peut juste parler de la promesse et en fait, si les gens sont curieux, ils regarderont notre post. Oui. Oui, vous vouliez pas faire apparaître quoi? En fait, c'est juste que, comme vous l'avez dit, en fait, c'est très consultant au sein de l'entreprise. Ah oui, non. Là, il l'a mis effectivement parce que vous n'avez pas mis de titre, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais. On peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Vous pourriez activer, peut-être pas, avec 34 relations, c'est peut-être pas assez, mais moi, j'ai activé la proposition de service. Vous voyez ici, offre de service, c'est à partir du moment où on a assez de relations.
Donc ça, c'est pas le produit, offre de service. Non, ce n'est pas le produit, mais regardez en Ah, dessous, ici. Qu'est-ce que vous avez en dessous 34 relations, vous? alors. Disponible pour ajouter une section et plus. Allez-y, cliquez sur disponible pour et voyons voir ce qu'il nous propose. Recherche d'un nouvel emploi, offre de service. Ouais, c'est Ah bah ça. si vous OK. l'avez alors. Donc vous pouvez Offre de l'activer. service. OK. Vous voyez? Donc dans offre de D'accord. service, vous pouvez préciser votre domaine d'intervention. OK. Et faites-le, hein. Ouais. Là, Corentin, vous êtes encore mis à l'écoute de nouvelles opportunités, c'est-à-dire comme si vous cherchiez un contrat de travail. Mais en fait, j'attendais d'avoir un peu de formation pour vraiment m'engager parce que, et je pense que j'ai raison, vu à ce que vous dites, comme je poste rien, j'ai rien liké depuis le début quasiment, dès que je vais faire un truc, tout mon petit réseau que j'ai déjà va le voir. Sans doute. Alors, ce que je vous conseille, c'est parce que là, on n'a vraiment pas beaucoup de temps à passer sur le profil, c'est de vous demander de vous inscrire à LinkedIn niveau 1, où on Ouais, passe vraiment. je verrai ça avec ma conseillère, Voilà, ouais, avec Sarah. ouais, tout à fait. Où là, on passe beaucoup de temps à vous expliquer toutes les sections et en quoi chaque section doit être activée au mieux. Vous pouvez activer vos sections sélection de contenu et info. Donc, info, bah, et Sandrine, vous avez fait les deux là. Parce que j'ai fait LinkedIn. Hmm. D'accord, vous avez mis des liens, ouais, ok. Peut-être faire. Vous avez fait des publications ou vous n'avez pas fait des publications sur ça? Sur ces... Non, sur eux, non. Parce que ce qui Sinon, serait. ça serait mieux. En fait, ce Ouais, serait ça mieux de serait faire mieux une parce qu'en plus, publi. D'accord. il y aurait un petit texte au-dessus qui explique en fait que vous les introduisez. Vous voyez, comme moi ici, j'ai écrit aujourd'hui, découvrez la plaquette 2021 de mes services. Vous voyez, là, les gens comprennent que c'est la plaquette. Ici, là, on voit qu'il y a un lien, mais on ne voit pas trop l'introduction. Vous pourriez écrire un exemple de contenu ou d'entreprise pour lesquelles je suis intervenu. Vous voyez, OK. ça peut être intéressant. Oui, alors la sélection de contenu pour Guillaume. Vous avez fait LinkedIn niveau 1? Non. Faites-le aussi. Je pense que ça vous sera bénéfique. Alors, bon, après, je ne vous fais pas de retour, d'autres retours. Vous les aurez sur, sur LinkedIn niveau 1 quand vous le ferez. Mais gardez à l'esprit qu'il y a plein d'autres sections, en l'occurrence, qu'il faut développer. Très important de préciser si vous avez des certifications ou des licences spécifiques, ainsi que solliciter des recommandations. J'en ai parlé dans le niveau 1, mais je le rappelle. En ayant des recommandations, directement, les gens se rendent compte que vous êtes à même d'être un bon élément, que les gens vont peut-être avoir envie de travailler avec vous. Alors moi, j'en avais eu une recommandation, mais écrite en anglais, c'est pas le problème, mais c'était plus pour trouver un nouvel emploi. Donc, est-ce que c'est nécessaire de le mettre ça tout le temps si je suis à mon compte maintenant? Oui, mais est-ce que la personne, elle l'a écrite d'elle-même sur LinkedIn? Oui, oui, elle me l'a fait justement sur LinkedIn, ouais. Ah bah oui, il faut la laisser. Moi, j'ai des trucs qui datent de il y a longtemps, là. Ok, ouais, même si c'était juste en vue de retrouver un emploi rapidement, alors que Ouais, bah, là, c'est plus le cas. j'ai une ancienne boss, je crois, je ne sais pas où c'est, qui m'avait mis mon tout premier, vous voyez, mon tout premier commentaire, c'est ça, c'est toujours valorisant. Ok, ok, je savais pas trop pour ça aussi, Ah non, non, tout ce qui est de l'ordre Interexavé. de la recommandation, vous gardez, hein. Ok. Pour faire ça, il faut aller sur le profil de la personne à Non, qui on va demander. regardez, vous allez tout en haut, il y a écrit solliciter une recommandation. OK. Vous cliquez, vous vous laissez guider, vous demandez à qui. Donc, par exemple, je peux mettre à Sandrine. Voilà. Et on me demande dans quel cadre vous voulez la recommandation. Et là, vous faites suivant. Voilà pour ce LinkedIn niveau 2.